Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue au 19h de ce 7 février. À la une de l'actualité, le président de la République, Ahmed Tebboune, a eu un entretien téléphonique avec son frère Recep Tayyip Erdogan, le président turc. Il lui a réitéré ses condoléances et le soutien de l'Algérie après le séisme qui a frappé la Turquie. Le président de la République s'est entretenu également au téléphone avec son frère Bachar el-Assad, le président syrien. Il lui a réitéré ses condoléances et le soutien de l'Algérie après le séisme qui a frappé la Syrie. Les équipes algériennes ont pu rejoindre les zones sinistrées en Syrie et en Turquie. Les agents aguerris ont rejoint les opérations de sauvetage et de secours après 2 séismes dévastateurs ayant fait plus de 6000 victimes. Décès de Abdelkader Drif, l'ancien président du Mouloudia Club d'Alger. Le président de la République adresse un message de condoléances à la famille du défunt et la famille du football algérien. À la veille des événements de Sarid Sidi Youssef qui ont lié le destin des peuples algériens et tunisiens, on s'intéresse au poste frontalier devenu le symbole de cette solidarité et d'histoire commune entre les deux pays. Nouvelle manifestation au Maroc contre la cherté de la vie. La mobilisation est quasi quotidienne face à un régime indifférent aux besoins et revendications du peuple. L'exemple ce soir des enseignants qui ne décolèrent pas. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Je vous le disais en titre, le président de la République, Ahmed Tebboune, s'est entretenu au téléphone avec son frère, le président turc Recep Tayyip Erdogan, un entretien dans lequel il lui a réitéré en son nom et au nom du peuple algérien ses sincères condoléances suite au séisme destructeur qui a frappé le sud-est de la Turquie, causant plus de 6000 morts. Le président de la République lui a réaffirmé que l'Algérie se tient aux côtés de la Turquie afin de surmonter cette terrible tragédie. De son côté, le président turc Recep Tayyip Erdogan a remercié le président de la République pour l'aide et l'assistance qu'elle lui a fournie dès les premières heures qui ont suivi la catastrophe, saluant la solidarité exprimée, affichée par l'Algérie à l'égard de son pays. Le président de la République a réaffirmé la disposition de l'Algérie à fournir et à envoyer toutes les aides nécessaires à la Turquie. Et le président de la République, Ahmed Tebboune, s'est entretenu ce jour au téléphone avec son frère Bachar el-Assad, le président de la République arabe de Syrie, pays frère, et lui a réitéré en son nom personnel et au nom du peuple algérien ses sincères condoléances pour les victimes du séisme dévastateur qui a frappé la Syrie, ainsi que le soutien de l'Algérie et sa contribution pour atténuer l'impact de ce drame sur le peuple syrien frère. Pour sa part, le président syrien a remercié son frère, le président de la République, pour sa noble position fraternelle et de solidarité, exprimant sa reconnaissance pour la solidarité intrinsèque du peuple algérien, d'autant que l'Algérie était le premier pays à répondre à l'appel à l'aide. Il a affirmé à cette occasion que la Syrie reconnaît en de telles circonstances les positions et les qualités du peuple algérien et n'hésitera pas à demander de l'aide à l'Algérie, pays frère. Et le bilan dépasse les 6000 morts dans le double séisme en Turquie et en Syrie, avec des milliers de disparus, une situation qui risque de s'aggraver. Selon les estimations de l'OMS, plus de 20 000 personnes sont touchées par la catastrophe naturelle. Une véritable course contre la montre est engagée pour secourir d'éventuels survivants et l'aide internationale s'organise. Raouf Hamouch. Il creuse un main nue dans l'espoir de trouver des survivants encore coincés sous le décombre. Soudain, des premiers cris de détresse commencent à s'échapper des décombres. Le jeune homme est sain et sauf et sera transporté aux urgences. Une véritable course contre la montre est engagée en Syrie pour sauver le maximum de personnes. Dans le froid mordant, secouristes, soldats et volontaires tentent tant bien que mal, parfois même à main nue, de sortir des ruines des survivants ou des corps inanimés. Au milieu des ruines, des personnes angoissées espèrent retrouver des proches vivants.
De l'autre côté des frontières, en Turquie, des milliers de personnes restent piégées sous les bâtisses effondrées suite aux 2 séismes et les répliques qui ont foudroyé le sud-est du pays. Face à l'ampleur de la catastrophe, les équipes de sauvetage s'acharnent à essayer de sauver des vies, mais le froid et la nuit compliquent les opérations de secours et de recherche. Des milliers d'habitants se retrouvent du jour au lendemain sans toit, dans le froid glacial. À l'heure actuelle, le bilan dépasse désormais les 6200 morts en Turquie et en Syrie. Un bilan qui risque de s'alourdir dans les prochaines heures. Et dès les premières heures de la journée, les équipes de la protection civile ont atterri à l'aéroport international d'Alep en Syrie. Le groupe algérien composé de 86 agents et 26 membres du Croissant Rouge algérien pour participer aux opérations de sauvetage et distribuer les aides humanitaires. Ils ont été transportés à bord d'avions des forces aériennes. Les secours ont été reçus avec du soulagement par la population qui se trouve dans une situation très difficile. Je vous invite à écouter ces témoignages recueillis par Hicham Saadoudi. Je remercie profondément le peuple et le gouvernement algérien, ce grand pays qui est parvenu à briser le blocus imposé à la Syrie. C'est une position humanitaire avant tout. Les positions politiques partent, mais l'humain doit toujours prendre le dessus. C'est bien cela la fraternité qui a toujours uni les peuples arabes. Nous sommes très honorés par la participation des équipes algériennes aux opérations d'aide et de secours. L'Algérie a toujours répondu présente à l'appel de ses frères et nous a habitués à ce genre d'initiative. L'Algérie, pays des 1,5 million de shahids, a beaucoup donné et continue de tendre la main à l'ensemble de la nation arabe. Nous remercions ce pays frère et ami qui nous a toujours soutenus durant les crises. C'est ainsi que la nation arabe a toujours été et elle le restera. La délégation algérienne était la première à arriver dans la ville d'Alep pour apporter aide et assistance aux sinistrés. C'est plus que des frères pour nous. Nous les remercions du fond du cœur. Les équipes algériennes ont pu rejoindre les zones sinistrées en Turquie également dans la journée. 86 médecins et agents de la protection civile spécialisés dans les interventions d'urgence, épaulés de membres du Croissant Rouge algérien, avaient atterri ce matin à l'aéroport de Gaziantep. Dépêché dans la région d'Adiaman, le groupe a déjà entamé les secours, les opérations de secours, et a réussi à extraire un nourrisson indemne des décombres et tente de sauver la mère en ce moment même. Et sur instruction du président de la République, les aides algériennes et les équipes de secours et de sauvetage ont donc été transportées à bord de 6 avions cargo de l'armée de l'air. Pas moins de 210 tonnes de médicaments, de tentes et de nourriture ont été également acheminées vers la Turquie et la Syrie. Le ministre de l'Intérieur et la présidente du Croissant Rouge algérien ont supervisé l'envoi de la cargaison depuis l'aéroport militaire de Boufarik hier soir à Malé-Siridir. L'Algérie n'a pas attendu l'appel à l'aide de la Turquie et de la Syrie pour leur apporter son soutien. Elle a vite dépêché de nombreux secouristes équipés de tout le matériel nécessaire. Le président de la République veille personnellement à ce que les équipes de la protection civile soient parmi les premières qui arrivent sur les zones touchées pour qu'elles apportent les premiers secours aux sinistrés. Les éléments de la protection civile doivent entamer rapidement leur opération de secours dès leur arrivée dans les zones sinistrées. L'Algérie est connue pour ses positions fermes et répond toujours présente dans ce genre de sinistre. Des brigades cynophiles, des tentes, des médicaments et des dizaines de tonnes de denrées alimentaires ont été envoyées par l'Algérie pour venir en aide aux sinistrés. Nous avons des équipes spécialisées dans le secours des sinistrés sous les décombres, des équipes cynotechniques de chiens dressés, des équipes médicales et bien d'autres équipes de la protection civile formées en secourisme lors des séismes.
تنفيذا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية منذ الساعات الأولى من صبيحة اليوم شرع الهلال الأحمر الجزائري. En application des instructions du président de la République, nous avons entamé très tôt ce matin la collecte des aides humanitaires. Nous avons d'ailleurs mobilisé les bénévoles, les secouristes, les médecins et les infirmiers du Croissant Rouge algérien. Ces équipes seront envoyées en Turquie et en Syrie pour participer aux opérations de secours. Les contacts restent permanents avec les Croissants Rouges turcs et syriens pour évaluer les besoins humanitaires des deux pays. Aujourd'hui, nous avons envoyé 115 tonnes de produits pharmaceutiques et alimentaires et des tentes à destination de la Syrie et une équipe constituée de 86 secouristes spécialisés dans les catastrophes naturelles ainsi qu'une aide de 95 tonnes de produits divers à destination de la Turquie. L'Algérie a été parmi les tout premiers pays à venir en aide à ces deux pays frères en vertu de ces valeurs qui concordent avec le principe de la solidarité internationale en cas de catastrophe naturelle. Et cette triste nouvelle laissée ce mardi de Abdelkader Derif, l'ancien président historique du Mouloudia des clubs d'Alger. Le président de la République a adressé un message de condoléances. En voici le contenu. La famille sportive vient de perdre le regretté Abdelkader Derif, l'un des artisans de la gloire du Mouloudia, qui a marqué de son empreinte l'histoire du doyen des clubs algériens. En cette douloureuse épreuve, je vous présente ainsi qu'aux dirigeants du MCA, à ses supporters et à l'ensemble de la famille sportive mes sincères condoléances, priant Allah Tout-Puissant d'accorder aux défunts sa sainte miséricorde, de l'accueillir en son vaste paradis et de prêter aux siens patience et réconfort. À Allah nous appartenons et à lui nous retournons, a écrit le président de la République. Abdelkader Derif a été enterré cet après-midi après la prière d'Al-Asr au cimetière d'Al-Qattar à Alger, en présence de sa famille, ses amis et ses compagnons, et une foule nombreuse venue l'accompagner, plutôt accompagner la dépouille du défunt jusqu'à sa dernière demeure. Et c'est un grand nom du football algérien qui s'est éteint ce mardi à l'âge de 86 ans des suites d'une longue maladie. Dirigeant emblématique du Mouloudia d'Alger, le défunt est considéré comme le grand architecte du triplé historique du club. Le Mouloudia est le premier ayant décroché la Coupe d'Afrique des clubs champions en 1976. Retour sur son parcours avec Halim Haouchi. Son nom aura toujours été associé au Mouloudia d'Alger. Impossible de parler de Abdelkader Derif sans penser au doyen des clubs algériens de football. Avec sa disparition aujourd'hui, c'est tout un pan de l'histoire du ballon rond national qui s'en va. Une histoire commune, née du militantisme qui animait les jeunes Algériens pendant la période coloniale. Quand on a 17 ans et on arrive tout frais dans un milieu pareil, où baigner le nationalisme, où baigner la dignité, baigner des choses-là, j'ai eu la chance d'avoir cette formation politique de base, initiée par l'esprit du Mouloudia. Le jeune Abdelkader Derif découvrira alors que le Mouloudia d'Alger est plus qu'un simple club de foot. C'est resté assez mystérieux. Voilà. Et au fil des temps, on a su que le Mouloudia d'Alger était beaucoup plus dans le concept. Ouais. Un concept d'une haute philosophie politique. Une fois l'indépendance arrachée, le Mouloudia d'Alger se retrouve face à un autre défi, celui des résultats sportifs, notamment à l'échelle continentale. Un challenge qu'Abdelkader Derif acceptera sans hésitation aucune. Parce que pour moi, qui ai vécu cette école du Mouloudia, quand j'étais jeune, au lycée, déjà, je me suis promis un jour, où j'étais jeune militant dans le Front de Libération Nationale, et que si je survivais à mon expérience sur le plan politique et que je pouvais me lancer dans la vie des choses, je dois payer une dette au Mouloudia d'Alger. L'arrivée de Abdelkader Derif à la tête du Mouloudia d'Alger sera marquée notamment par le triplé historique en 1976, avec le titre de champion et une Coupe d'Algérie, mais surtout avec le premier titre continental pour le pays, celui de la Coupe d'Afrique des clubs champions. D'autres consécrations feront de Abdelkader Derif l'un des plus grands artisans de l'histoire du club algérois.
Même loin de la direction, l'homme restera fidèle au club durant toute sa vie. Lors de son dernier passage sur un plateau télé, il tiendra à délivrer un message aux jeunes générations. Il faut se pencher sur cet esprit. Vous savez, Lyon, 101 ans, Tarn. On a la chance de vivre. C'est 100 ans. 100 ans, c'est un centenaire, c'est des choses. C'est toute une histoire. Bien sûr, ça va au-delà des festivités, c'est là. Mais c'est surtout la mémoire. La mémoire dans le jeu-là. Une mémoire que des hommes comme Feu Delif laisseront pour héritage aux jeunes de savoir donc le préserver. Donc un sujet signé Halim Maouchi. Dans l'actualité, le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman a reçu aujourd'hui le ministre palestinien de l'Intérieur Ziad Haberrih qui effectue une visite en Algérie. Le ministre palestinien a relevé la position inchangée de l'Algérie soutenant la cause palestinienne à l'initiative du président de la République couronnée par la signature de la déclaration d'Alger pour l'unité palestinienne. L'entretien était également l'occasion de discuter des relations bilatérales et des derniers développements dans le dossier palestinien. Le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Brahim Mered, accompagné de son homologue palestinien Ziad Haberrih, a inspecté le Centre national des titres et documents sécurisés où ils ont passé en revue des unités de production des documents biométriques. Les deux ministres ont fait également une halte à l'unité d'intervention et d'entraînement de la protection civile. Ils ont été informés sur ces moyens modernes utilisés dans la lutte contre les catastrophes. Le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ramtan Lamamra, a pris part par visioconférence à une réunion de haut niveau sur la gouvernance en Afrique, organisée sous l'égide du mécanisme africain d'évaluation par les pairs. La réunion se tient en prélude au 36e sommet de l'Union africaine prévu à Addis Abeba les 18 et 19 février courants. Elle est consacrée à l'examen des rapports d'évaluation soumis par plusieurs pays africains. Enseignement supérieur, première commission conjointe algéro-mauritanienne. La réunion s'est tenue sous la présidence des ministres des deux pays. Plusieurs accords avaient été signés auparavant dans le secteur, dont notamment un programme exécutif et des jumelages entre des universités des deux pays. Nous sommes à la veille des événements de Saryat Sidi Youssef qui ont lié le destin des peuples algériens et tunisiens. Le poste frontalier d'Al Hadada est devenu le symbole de cette solidarité et l'histoire commune entre les deux pays. Amal Siridir. Ce poste frontalier de Saryat Sidi Youssef est hautement symbolique. C'est un témoin de l'esprit de solidarité et de fraternité entre les deux peuples algériens et tunisiens. Nous sommes un seul peuple, nous partageons les mêmes traditions. L'Algérie et la Tunisie, c'est une seule terre, nous sommes des frères. Nous avons une forte relation avec nos frères algériens. L'Algérie est mon deuxième pays. Il n'y a pas de différence entre les Algériens et les Tunisiens. Nous n'avons jamais eu de problème entre nous. Au niveau de ce poste frontalier, nous sommes très bien accueillis. Au niveau de ce poste frontière, toutes les conditions sont réunies pour assurer une fluidité lors du passage des Tunisiens et des Algériens. Il n'y a pas de différence entre les citoyens, qu'ils soient algériens ou tunisiens. Notre principale mission est de faciliter les formalités de passage et d'assurer la sécurité des voyageurs. La date du 8 février demeure un jour mémorable dans les relations entre l'Algérie et la Tunisie. Nous organisons conjointement des événements. Il y a une caravane médicale qui sillonne la région chaque 8 février pour assurer les soins aux malades au niveau d'Al Hadada et de Saryat Sidi Youssef. Un événement qui constitue une importante halte dans l'histoire commune des deux peuples frères au regard de sa symbolique témoignant de la solidarité et de la fraternité entre les deux peuples algériens et tunisiens. Et aujourd'hui, les zones frontalières bénéficient d'un grand intérêt de la part des autorités. En témoigne un nouveau poste frontalier à Soukharas, moderne, plus important. Il facilite de manière significative le transit des voyageurs et des marchandises. Myriam Damis pour les détails.
S'étendant sur une superficie de 8 hectares, le nouveau poste frontalier situé à Al-Fouid, commune de Ouled Moumen, à Soukahras, a été réalisé de manière à faciliter la circulation des voyageurs et des marchandises. La particularité de ce passage est que l'entrée et la sortie sont séparées, c'est-à-dire les voyageurs sortant du territoire et entrant en provenance de la Tunisie ne se croisent pas. Même les camions de marchandises n'empruntent pas le même circuit que les véhicules des touristes. Nous avons au total 12 box, 6 au niveau de l'entrée et 6 autres au niveau de la sortie, et cela pour faciliter et fluidifier la circulation. Il faut savoir que ce poste frontalier est le plus grand en Afrique. Ce poste dispose de l'ensemble des installations nécessaires et équipements modernes susceptibles de faciliter la mission des douaniers. En plus, de grands entrepôts de dépôt et de stockage des marchandises. Le projet est divisé en 3 grands blocs. Les postes d'entrée et de sortie, les postes administratifs. Le deuxième bloc comprend les logements de fonction, en plus d'autres équipements, dont le couloir du scanner. Et le troisième bloc comprend les annexes réservées aux fonctionnaires et travailleurs activant au poste. Cette structure névralgique vient en appui au poste d'El Hdada dans le but d'impulser les activités d'importation et d'exportation. Le nouveau poste frontalier terrestre, Al-Fouid, réalisé par les pouvoirs publics à Soukahras, est un acquis important pour la wilaya et pour le pays. Ce passage permettra une meilleure coordination entre les services des douanes et la police des frontières pour plus de rapidité et d'efficacité. Cette structure stratégique permettra de développer davantage les activités de commerce extérieur et de propulser la dynamique économique dans cette région frontalière. Le ministre de la Santé a affirmé que son département a pris les dispositions nécessaires pour faire face aux perturbations liées à la disponibilité des médicaments destinés au traitement du cancer. Abdelhak Saihi a assuré que le nombre des médicaments disponibles actuellement est porté à 7 parmi les 12 concernés par la rupture. Déclaration en marge d'une rencontre intitulée « Médicaments essentiels pour un meilleur accès aux soins ». Le ministre a souligné que l'acquisition des 5 médicaments restants se fera très prochainement, ajoutant que le taux de disponibilité des médicaments essentiels est passé de 67 à 85% des besoins nationaux. À l'étranger, le Front Polisario ne participera à aucun processus en dehors du plan de règlement conjoint ONU-Union africaine. Le président de la République arabe sahraoui démocratique et secrétaire général du Front Polisario l'a réaffirmé dans une lettre adressée au secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, l'informant des résultats et conclusions du 16e congrès du Front Polisario. Brahim Ghali a affirmé que la seule solution applicable et pratique pour décoloniser le Sahara occidental consistait en l'exercice par le peuple sahraoui de son droit inaliénable et non négociable à l'autodétermination et l'indépendance. Puis nouvelle manifestation au Maroc contre la cherté de la vie. La mobilisation est quasi quotidienne face à un régime indifférent aux besoins et les revendications du peuple. Pire, le Marzen utilise tous les moyens pour faire taire la contestation. Plus de détails avec Mariam Damis. Des casques bleus déployés en nombre à Rabat pour empêcher les enseignants de manifester pacifiquement pour réclamer leurs droits légitimes en rapport avec leur promotion et un changement de cadre d'exercice. هذه الساحة ديال وزارة التربية الوطنية المفروض يمشيو يوقفوا لهيه مع العلم أنها مسيرة سلمية مع قطع طريق ما يثبت عنا أن نقوم بأي فعل غير قانوني. عنصر البوليس كلكم صورتوا شكون الأساتذة سير خذ 4000 درهم واسكت بزاف عليك أنت مجرد معلم وعنصر البوليس هذا الشخص هذا الأساتذة هذا الشخص خصو يتعاود تكوين هذا خصو يحيد من هنا هذا السيد هذا راه يدير شي مصيبه الا استمر في هذا الملف هذا واش نقولوا له ما غاديش ترقى على ظهر الاساتذه مسالمين. Mais très vite, un dialogue de sourds s'installe. La police veut coûte que coûte disperser la foule. Défiant les forces du Marzen, les enseignants sont déterminés à poursuivre leur combat.
خاص يكون مكتوب يقول لي ها هو قرا وسير بحال ملي يجيبوا لنا المنع مكتوب انا قلت لك حنا راهم ذكرتها في القانون. La coordination nationale des enseignants a par ailleurs accusé la centrale syndicale de trahison, estimant qu'elle avait choisi son camp aux côtés des usurpateurs de droit après des cycles de coopération pour préparer la version finale du statut des métiers de l'éducation et de la formation qui risque de détruire tous les acquis des travailleurs. Pour les Marocains, ces mouvements de protestation ont pour objectif de dénoncer la tyrannie croissante, la cherté scandaleuse de la vie, ainsi que les restrictions et répressions des droits et libertés publiques et syndicales. Le régime du Marzane est pointé du doigt pour son incapacité de répondre aux préoccupations des citoyens qui se trouvent livrés à eux-mêmes. La dégradation des conditions de vie et la flambée des prix des produits de large consommation les poussent à bout. Ils continuent d'exprimer leur ras-le-bol face à un régime indifférent à leurs préoccupations et dénoncent la cherté scandaleuse de la vie. تقرص يا موتي بهاد الغلاء هيا قانون اخويا بيض ما بقاش دخل عليا كنقبل ليك كاع الله حلوا لنا البلاد حنا نهربوا الاخوان وحق الله تحلوا لنا البلاد ولا تنهربوا وحق راه انا من الناس اللي باغي يهرب من البلاد حلوا لنا الحدود ولا تنهربوا على هاد الاسعار هذه بزاف الاخوان حلوا لنا راسي خلينا نهربوا والله طلقونا نمشيو بحالاتنا من هاد البلاد. Le but unique des Marocains est de dénoncer la tyrannie croissante du régime du Marzane qui exerce une politique de marginalisation et d'oppression contre le peuple marocain. Paralysie du système de santé en Grande-Bretagne à cause d'une grève générale des infirmiers et ambulanciers. Ils appellent à la revalorisation de leur salaire et l'amélioration de leurs conditions de travail. Cette grève emboîte le pas à celle des cheminots et les enseignants la semaine dernière à Melbourne. Le système de santé publique britannique fait face au plus important mouvement de débrayage de son histoire. Et pour cause, les infirmières et les ambulanciers ont décidé de faire grève de concert pour réclamer des augmentations de salaire et de meilleures conditions de travail. Ils réclament une augmentation de salaire alors que le Royaume-Uni, où l'inflation dépasse les 10%, fait face à une grave crise du coût de la vie. Comme l'avaient fait la semaine dernière enseignants, cheminots et gardes frontières lors d'une journée de mobilisation sociale sans équivalent depuis une décennie au Royaume-Uni. Le personnel du service de santé publique a rejoint les piquets de grève tôt lundi matin. Les pancartes brandies par les grévistes témoignent de la colère de cette corporation. Sous-effectifs, sous-évalués, sous-payés. Opération repoussée, urgence totalement débordée, attente de plusieurs heures pour les ambulances. Hier lundi, la grève a conduit à l'annulation de 80 000 rendez-vous et 11 000 opérations. Les infirmières ont poursuivi la grève mardi, les kinésithérapeutes débrayeront jeudi et les ambulanciers seront de retour sur les piquets vendredi. Retour dans le pays pour parler culture avec cette exposition de l'artiste Saïd El Djama. Durant 2 mois, vous pourrez admirer ses peintures dans un hôtel à El Hama, une exposition événement puisque c'est la première en Algérie de ce peintre. Côté à l'étranger, Lamia Boudouda y était, reportage. Elles sont au nombre de 16 et elles rajoutent du charme au lobby de ce prestigieux établissement hôtelier de la capitale. Vous l'aurez compris, il s'agit d'œuvres artistiques du peintre contemporain Saïd El Djama, qui de retour au pays nous offre cette première exposition. Des toiles inondées de peinture selon une technique qu'il a expérimentée avec un peintre allemand. La technique, la dernière que j'ai faite, c'est de travailler avec le couteau et la spatule avec de la matière, beaucoup de matière. Une fois que la peinture est sèche pendant 1 semaine, je reprends le même tableau, je le mets dans l'eau pendant 1 semaine et je gratte tout ce qui est en plus et je ne garde que ce que la toile a gardé, ce que les fibres ont gardé. Et tous les pigments, je ne garde que ça. Tout le reste est parti. Je l'ai appris avec un monsieur qui est un professeur qui s'appelle monsieur Roland et on l'avait fait à l'essier comme ça pour presque à la limite pour s'amuser. Du coup, moi j'ai continué à travailler dessus jusqu'à la développer complètement. Dans l'abstraction,
l'artiste traduit des émotions intangibles. Elle lui donne aussi la liberté de suivre son imagination et l'intuition du moment. La peinture, c'est un ressenti, c'est gestuel, c'est on va d'une idée pour aller vers une autre idée, c'est un labyrinthe, on rentre là, on ne sait pas où sortir. Une composition visuelle, esthétique et moderne. Laissez-vous gagner par l'émotion, observez et prenez le temps de ressentir les couleurs, les formes et les textures. L'exposition vaut vraiment le détour et dure 2 mois. Soyez nombreux. Avec ceci, nous arrivons à la fin de notre journal. Merci de l'avoir suivi et excellente soirée sur Canal Algérie.